Arrivé ici, il y a presque 40 ans, je ne pensais vraiment pas devenir mairesse de ma petite municipalité. J'étais une simple institutrice qui suivait son mari, ingénieur forestier, embauché par un moulin qui fait vivre toute la région. Récemment, j'ai eu peur pour ma petite communauté. Des villages dans le nord ont été évacués à cause des feux de forêt, et ça m'a rappelé de bien pénibles souvenirs. Les incendies qui ont touché ces villages ont réveillé en moi ma pire hantise, celle qui m'est venue dans mon enfance à Rimouski. J'avais à peine 10 ans quand ça s'est passé, mais le souvenir qu'il m'en reste m'a profondément marqué, à un point tel qu'aujourd'hui encore, j'ai une peur bleue de passer au feu. Et s'il y a une chose que je ne voudrais surtout pas qui arrive, c'est que mon petit coin de pays connaisse un jour ce qu'a vécu toute une ville dans la nuit du 6 au 7 mai 1950, la fameuse nuit rouge de Rimouski. Rimouski, c'est une petite ville, mais qui a son importance dans le Bas-Saint-Laurent, dans l'est du Québec. C'est une ville qui, à l'époque, au tournant des années 1950, compte à peu près 10 000, 12 000 personnes, selon la date qu'on choisit là, pour la statistique. C'est pas une grosse ville à l'échelle du Québec, mais dans la région rurale du Bas-Saint-Laurent, c'est la ville principale. Il y a à côté Rivière-du-Loup, il y a Trois-Pistoles, il y a Matane, mais Rimouski est depuis fort longtemps la métropole, entre guillemets, régionale, puisqu'il y a là l'évêché et aussi d'importantes industries forestières. En 1950, la Price Brothers Lumber Company est un des importants producteurs de planches de la région. Ce moulin à bois est la seule entreprise de cette envergure à Rimouski et c'est aussi le plus gros employeur de la ville. La majeure partie des gens travaillaient l'été à la compagnie Price au Moulin-Scie et durant l'hiver, ils faisaient de la coupe de bois. Et le printemps, ils faisaient de la drave également sur la rivière Rimouski. Les constructions des maisons, c'était en partie des maisons en bois, avec toiture en bardeaux de bois, des anciennes maisons, qui étaient toujours très propres parce que les Rimouskois ont toujours été très fiers de leur ville. Et tout semblait heureux à Rimouski. Je me souviens qu'on était sortis jouer dehors après souper. Il faisait chaud ce printemps-là. La neige avait fondu très vite et il ventait beaucoup. Le feu a débuté vers 18 h le soir. C'était une température très, très chaude. Il faisait peut-être, à ce moment-là, on mesurait en Fahrenheit, 90, un vent du sud. C'était très chaud. La journée avait été superbe. J'étais dans ma maison à préparer mon repas. Sûrement, il était aux environs de 18 h, peut-être moins quelques minutes. Je préparais mon repas et là, on a entendu les sirènes à toute volée crier. Je me suis dit, il y a un feu, mais où? C'était le clos de bois de la Price qui brûlait de l'autre côté de la rivière Rimouski qui sépare la ville en deux. On voyait les hommes de la compagnie qui essayaient d'arrêter le feu, mais le vent soufflait trop fort et tout ce bois-là qui flambait, même les pompiers n'en venaient pas à bout. Dans la cour à bois, dans la compagnie Price, il y avait plusieurs planches qui avaient été pilées, une sur l'autre, qu'on appelle des cages. Et dans la tempête de vent, il faisait un vent de 80-90 000 à l'heure. Le circuit électrique, le gros fil électrique qui passait au-dessus des planches, a cassé. Ces fils-là ont tombé sur des piles de bois, ont enflammé les piles de bois, et les grands vents ont transporté les tisons vers l'usine de fabrication de boîtes de bois qui était juste à côté. Fait que ces boîtes de bois-là se sont enflammées, étant donné que les boîtes, c'est vide, fait qu'il y avait de la place en masse pour de l'air, fait que le feu a pris énormément d'ampleur. Toutes les sirènes de la ville sonnent l'alerte et la population entière est dehors. Les curieux du côté est se massent au bord de la rivière Rimouski pour voir la conflagration sur l'autre rive à près de 200 mètres de là. L'inquiétude gagne les gens qui voient les tisons que le vent emporte vers le ciel. Ça s'est fait tellement rapidement qu'on a réalisé tout de suite que la ville allait y passer. Moi, j'ai dit à mon mari, 6h30 à peu près, le feu la ville va y passer au complet. Il m'a dit, non, t'es une pessimiste. Tu sais bien que ça n'arrivera pas, cette chose-là. On va éteindre le feu avant, mais non, c'est impossible. Le vent est tellement fort que tout à coup, c'est une catastrophe, puisque des étincelles traversent la rivière et vont embraser tout un quartier de la ville. Vers 19 h, moins d'une heure après le début du sinistre,
Le toit en bardeau d'une première maison de la ville s'enflamme. Les pompiers décident alors d'abandonner la Price, où la situation semble désespérée. Ils reviennent vers la ville, où l'incendie commence à faire rage. Après qu'on a été installés, nous autres, pour commencer à arroser, on a réalisé que le pont était en feu. Alors là, on a tout déconnecté nos boyaux pour traverser le pont avant qu'on soit capable, avant qu'il brûle. Les véhicules s'engagent donc sur le pont. Les pompiers constatent avec effroi que les planches enflammées du pont se cassent derrière eux au fur et à mesure de leur traversée. Puis, le vieux manoir seigneurial, demeure du notaire d'Anjou, prend feu à son tour. Les autorités réagissent immédiatement et ordonnent l'évacuation de tout le quartier Saint-Germain, le vieux Rimouski. C'est là que se trouvent le palais de justice et la prison, l'hôpital Saint-Joseph, l'hospice de vieillards qui sert aussi d'orphelinat, le couvent des Sœurs de la Charité, le vieux séminaire et la cathédrale. Vers 8 heures, on a évacué l'hôpital complètement parce qu'il y avait une rallonge à l'hôpital qu'on avait commencé à construire et nécessairement les fenêtres n'étaient pas posées. Alors le feu est entré par la partie neuve et a communiqué le feu au vieil hôpital existant. Le feu prend une ampleur terrible. C'est comme si le brasier infernal faisait fondre la ville. Le feu était tellement dense que les poteaux, là, la partie dans le sol, là, était complètement brûlée jusqu'au bout. Là, il laissait des trous de 4 pieds. L'asphalte, là, est tout élevé. C'était comme si vous aviez marché sur un tapis qui n'était pas étiré. Une maison de 2 étages, 3 étages, ça prenait à peu près quoi, 20 minutes, 25 minutes, il n'y avait plus, là. Quand on dit que des planches étaient poussées par le vent, des planches en feu étaient poussées par le vent qui tombaient d'un endroit ou l'autre, on ne fournissait pas de courir pour essayer d'éteindre ça et de contrôler ça, mais on n'était pas capable de contrôler. On avait aimé à sauver en avant du feu tellement que le feu était fort. Il n'y avait pas beaucoup de maisons de briques, c'était des maisons de bois, la plupart, la finition extérieure aussi. Alors, ça brûlait très, très, très rapidement. Des centaines d'habitants s'enfuient, emportant quelques rares possessions avec eux. Certains ont pu se rendre chez eux, essayer de sortir quelques meubles, aller de rue en rue avec leur propriété. D'autres ont essayé de sauver leur maison. On montait sur la toiture avec un peu de terre et d'eau. On faisait une glace pour mettre sur le toit, pour pas que le toit s'enflamme. Mais j'ai vu une maison, elle n'est pas brûlée par la toiture, mais à l'intérieur, la densité de la chaleur était tellement forte que le bois, du bois d'une vieille maison, le feu a pris par l'intérieur. Les gens ont commencé, quand on veut venir dans la partie est, là, les gens ont analysé des camions pour transporter leur contenu, au moins pour essayer de trouver quelque chose. Alors, ils ont transporté ça même dans des champs, et c'est là qu'ils ont eu de la marchandise de volée aussi. Parce que, vous savez, il y a des gens qui profitent toujours du malheur des autres pour ambitionner. Hein. Alors, il est arrivé des camions étrangers qui n'ont pris du ménage qui était sur des terrains vacants, là. On doit faire appel aux casernes et aux volontaires de partout aux alentours pour tenter de ralentir l'avancée du sinistre à travers les rues de la vieille ville. Ils ont eu de l'aide des pompiers de Montjoly, Rimouski-Est, des pompiers environnants qui sont venus prêter main forte. Il y a même la compagnie Pierre Thibault, des camions incendie Thibault de Saint-François-du-Lac, qui ont descendu avec un autopompe, ils ont aidé à éteindre le feu. Dans un effort collectif mémorable, la population de Rimouski apporte une contribution et une aide précieuse aux secouristes et aux pompiers. Le feu était pris sous la galerie. Chez nous, nous étions dans une maison appartement à 3 étages. Et puis, le coin de Saint-Louis, il y avait l'hôtel Saint-Laurent. Alors, à un moment donné, ils se sont rendus compte que le feu était pris sous notre galerie. Alors, un groupe de cuisiniers, 5-6, je pense, sont arrivés avec des chaudières et sont venus éteindre le feu chez nous. C'est extraordinaire, il n'y avait pas d'affaires. En somme, je trouve que l'aide qu'il y a eu les gens aimaient donner de l'aide, même au risque de leur vie. La population de Rimouski a réagi très, très rapidement. Entre autres, les services d'urgence, la police, les pompiers ont fait une évacuation immédiate des secteurs et au fur et à mesure que le feu progressait, ils donnaient déjà des préavis pour possibilité d'évacuation.
s'ils ne réussissaient pas à arrêter le feu à telle ou telle rue. Plusieurs quittent la ville. Mais pour ceux qui n'ont pas de voiture, il est difficile de trouver un moyen de transport dans la cohue. Alors, on a dû faire à pied à 9 h le soir, quand il n'y avait plus de lumière dans les rues du tout. Les lumières étaient complètement éteintes. Alors, nous avons marché jusqu'à la banque, traversé 2 rues. Et puis, on marchait sur la rue, les morceaux de toiture, n'importe quoi nous arrivait sur nos vêtements. Il fallait secouer nos cheveux, nos vêtements, pour pas que ça prenne en feu nécessairement. Pour arriver là, il y avait encore de la lumière dans l'autre partie de la ville. Nous avons réussi à avoir un taxi vers 9 h pour s'en aller à Montjoly. Mon mari avait une chambre à l'hôtel. Les services d'urgence réquisitionnent tous les véhicules de la ville pour accélérer l'évacuation des quartiers menacés. Les orphelins sont conduits dans la cathédrale, dont les murs de pierre et le toit de tôle seront copieusement arrosés tout au long de la nuit, pendant qu'au dehors, le brasier fait rage. Dans la nuit, je me trouvais au coin de la rue Sainte-Anne, puis Rouleau. Et le feu, c'était le cœur du feu à ce moment-là. Il y avait 3 pompiers, moi j'opérais les camions, puis il y avait 3 pompiers qui m'aidaient à arroser. Puis à un moment donné, la peur a pris, c'était des volontaires, c'était pas des personnes qualifiées pour ça. Alors ils ont eu peur un peu parce qu'on était ceinturés par le feu. Ils ont évacué, puis j'ai resté seul avec les camions. Puis comme on n'avait pas beaucoup d'équipement, j'ai voulu sauver le camion que je possédais. Alors j'ai été tout près de 2 heures assis sur le camion, sur le bord de mon camion. J'avais démanché le boyau, puis je tenais le boyau en étant comme un parapluie. L'eau tombait sur mon camion, puis sur moi-même. Alors, j'ai sauvé le camion. La nuit rouge, là, dont on parle, je ne l'ai pas vue à Rimouski, mais on voyait le ciel, à Montjoly, on voyait le ciel tout rouge. Même à Matane, on voyait le ciel rouge, parce qu'il y avait tellement de maisons qui brûlaient à la fois. Hein. Le sinistre poursuivra son inexorable marche de destruction jusqu'au milieu de l'après-midi suivant. On ne savait pas si toute la ville allait y passer, parce qu'il y avait la cathédrale, il y avait le collège, là. Alors, si la cathédrale avait brûlé, nécessairement, le reste de la ville du côté est aurait brûlé aussi. Votre prochain rendez-vous, 7 merveilles du monde industriel. Dimanche, on était rendu à la cathédrale. Le froid est arrivé, le vent froid. C'est ce qui nous a protégés. À mesure qu'on arrosait, ça formait une glace sur les morceaux qu'on arrosait. Alors le feu a diminué là, le feu a arrêté là. Et la cathédrale, on dit que c'est ce qui a sauvé le reste de Rimouski, puisque c'est un immense bâtiment. Et il a fait écran pour stopper les étincelles. Et j'imagine que plus tard, quelques heures plus tard, le vent était devenu aussi moins fort, si bien que ça s'est arrêté avenue de la cathédrale. Ce ne sera qu'à minuit, dans la nuit du dimanche, qu'on viendra finalement à bout des derniers foyers d'incendie après 30 heures de lutte acharnée. Je me souviens du matin suivant comme si c'était hier. L'odeur de fumée, de bois, de goudron calciné et la suie dans l'air qui nous brûlait les poumons. Le lendemain, la journée était plus pénible. Il faisait un froid, quasiment de Sibérie. Alors là, nous sommes revenus à Rimouski. Les gens étaient habillés misérablement, les chapeaux calés dans la tête tellement il faisait froid. Le sol était jonché de clous, de fils, de ciment, même le trottoir se défaisait en poudre, là. Et puis, c'était pénible. La journée, le dimanche, c'était beaucoup plus pénible. On voyait quelques cheminées qui restaient debout, un peu d'arbres calcinés aussi, des arbres mais le reste s'était rasé complètement. Les solages, tout était rasé. J'ai fait le tour
du quartier incendié, de la rivière aller jusqu'à la cathédrale, là. Et j'ai constaté que des gens âgés surtout fouillaient dans les décombres de leur maison, cherchant des ustensiles de cuisine. Il n'y avait plus rien. De la rivière à la rue de la cathédrale, du boulevard Saint-Germain, à la rue de l'Évêché, c'était un immense terrain vague fumant, encombré de débris calcinés, avec quelques pans de murs de pierre dressés çà et là, comme autant de sentinelles sur un champ de bataille dévasté. Les médias du monde entier couvrent les méfaits de la nature déchaînée. La nouvelle fait le tour du monde. C'était une catastrophe en plein milieu du 20e siècle. On n'était plus habitué à voir au Québec et au Canada de catastrophes de cette ampleur-là, d'incendies de cette ampleur-là. C'est un fait surtout du 19e siècle, ça, les incendies urbains dans des quartiers, de travailleurs ou de quartiers pauvres. Montréal, Trois-Rivières, Québec, souvent, on a brûlé. Même à Hull, on a brûlé, mais à une autre époque. On avait bien organisé les services d'incendie pour se prémunir contre ce genre de catastrophe. Même à Rimouski, il y avait là un service d'incendie bien équipé, mais qui s'est trouvé tout à fait démuni à ce moment-là. Bien que le sinistre n'ait fait aucun blessé ni aucun mort, plusieurs familles sont privées de l'essentiel. Un grand mouvement de solidarité internationale s'amorce dès le lendemain de la catastrophe. Au Colisée, on avait organisé une cuisine publique. Les marchands du côté est de la ville avaient fourni des poêles, des cuisiniers volontaires. Tout le monde mangeait là. Ça mettait tous les dons qu'on avait eus en matériaux de construction. On a eu beaucoup de matériaux pour organiser des familles, du linge. Malgré les pertes qu'il y a eu, ça s'est pas mal bien organisé. Des dons en nature et en espèces arrivent d'aussi loin que le Vatican et l'Angleterre, qui a gardé le souvenir de la générosité des Canadiens pendant la guerre. On a reçu énormément des étrangers de tous les pays, de l'Angleterre, de choses superbes, de la vaisselle, la porcelaine, des couvertures de laine, de très belles choses. Les gens étaient très, très, très généreux et ça a donné beaucoup d'argent des États-Unis partout. On a reçu, franchement, je trouve que ça a été extraordinaire parce qu'à l'époque, n'oubliez pas que c'était en 1950, alors les revenus n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, les gens avaient moins d'argent, mais la plupart ont été très, très, très généreux. Dès le mardi suivant l'incendie, un hydravion affrété par la laiterie Laval de Québec apporte des centaines de litres de lait et des tonnes de conserves pour les sinistrés. Le comité de secours et de reconstruction de Rimouski veille, dans un premier temps, à distribuer les denrées reçues de partout. C'est organisé une espèce de cantine où tous les gens, tous les sinistrés avaient leurs 3 repas par jour pendant presque tout l'été. Et il y a eu beaucoup de choses, donner des meubles, recevoir des meubles. Moi, j'ai reçu de la laiterie de maison de l'Angleterre, des outils. L'Angleterre a envoyé des outils superbes. Pour moi, c'était pas utile. Pour mon mari non plus, parce qu'il n'était pas habile comme menuisier. Mais et pour les gens qui en avaient besoin, nécessairement, c'était formidable. Ceux qui ont trouvé refuge chez des amis ou dans leur famille peuvent aussi se procurer des vivres grâce aux cartes d'alimentation qu'on leur a distribuées. Des vêtements neufs et de seconde main sont offerts aux sinistrés dans le sous-sol de l'école de commerce. À l'entrepôt du ministère de la Colonisation, ce sont des meubles usagés ou neufs, des batteries de cuisine, de la vaisselle et des accessoires venus de partout. Mais la priorité sera de rétablir le lien routier entre l'Est et l'Ouest de la ville. Le pont des automobiles a été détruit complètement parce que justement, c'était tout près de la compagnie Price, les cours à bois, et ce pont-là a été détruit. Et là, on n'avait pas d'autre pont en ville à ce moment-là. On avait le seul pont pour pouvoir traverser la rivière. Donc, on a organisé des trains, des plateformes pour pouvoir traverser les automobiles sur la voie ferrée. On traversait par la voie ferrée. Et les gens qui s'aventuraient à pied sur la voie ferrée, eh bien, c'était pas un cadeau parce que nécessairement, ils étaient quasiment dans le vide pour pouvoir marcher là. C'était incroyable. Dans ces années-là, les médecins allaient de porte en porte, les bouchers, les boulangers allaient de porte en porte.
Alors, on avait organisé des trains de chiennards, les flatcards qu'ils appellent. On embarquait les chars là-dessus, les médecins, n'importe quoi, tout ce qui était obligatoire traverse la rivière. On les débarquait dans le terrain de la compagnie presse, puis on revenait chercher un autre voyage. Ça n'a pas duré longtemps parce que l'armée est venue nous faire un pont bêlé qu'ils appelaient là, dans le temps, un pont de la guerre. Ça s'est monté facilement. La fin de mercredi, jeudi, là, le pont était prêt. Ça a commencé à circuler. Au lendemain de la tragédie, on amorce la reconstruction de la ville dévastée. Ce ne sont pas tous les propriétaires de maisons ruinées qui en ont les moyens. Certains sont inquiets. Leurs assurances leur permettront-elles de rebâtir? Il y a une dame qui m'a dit, M. de Champlain, comme courtier d'assurance, on vous aime bien, mais vous ne serez pas obligé de nous payer. Pourquoi je ne serais pas obligé de vous payer? Alors, on a dit ce matin là, que lors d'une conflagration, les compagnies d'assurance n'étaient pas tenues de payer leurs pertes. Ah ben, j'ai dit ça, là. C'est M. Gérard Parizeau qui m'a enseigné l'assurance, moi, puis il m'a jamais dit que lors d'une conflagration, que les compagnies d'assurance étaient exonérées de payer. J'ai dit, demain matin, vous allez voir que les compagnies d'assurance vont venir vous payer. Alors, dans l'après-midi, je suis allé à mon bureau et j'ai parlé à l'honorable M. Jules Briand, c'était le propriétaire de la compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent, de Québec Téléphone. C'est lui qui a installé le poste CBR en 1937. Il était membre de la compagnie de transport du Bas-Saint-Laurent. Il était né dans la région, puis il a toujours travaillé pour la ville de Rimouski. Et je lui ai demandé de tâcher de m'avoir une ligne, parce que tout était brisé au téléphone aussi, les poteaux, puis bien des choses de briser. Alors j'ai pu rejoindre toutes mes compagnies d'assurance. Et le lundi matin, j'avais déjà, à 8 heures devant ma porte de bureau, j'avais déjà des gens de Montréal et des gens de Saint-Hyacinthe, du groupe Commerce, qui étaient à la porte du bureau, et avec leur livret de chèques pour commencer à émettre des chèques pour les sinistrés. On dit qu'il y a environ 10 millions de dollars de dommages. C'est une estimation grossière, puisque, évidemment, c'est assez difficile de faire un compte total des pertes. Il y a les institutions qui ont une valeur élevée en termes monétaires. Il y a ces dizaines et ces centaines de maisons qui brûlent. On perd des témoignages architecturaux intéressants. On va perdre, par exemple, la prison, qui était une construction qui datait des années 1850, un témoignage architectural intéressant qui serait intéressant d'avoir aujourd'hui à Rimouski, mais qui n'existe plus. Le manoir seigneurial qui datait du 19e siècle est un des premiers bâtiments à brûler, puisqu'il était juste de l'autre côté de la rivière. Alors c'est un témoignage physique qui disparaît, et aujourd'hui, je dirais que le patrimoine architectural, le patrimoine bâti de Rimouski est un peu plus pauvre, dû au fait de la catastrophe de 1950. Mais les Rimousquois, travailleurs acharnés, sont prompts à relever leurs manches. La morosité, ça a duré quelques jours. La minute que les compagnies ont commencé à sortir des chèques, vous savez, les gens ont commencé à aller se racheter du bois pour construire. Puis même, j'ai eu des reproches un peu de la ville de Rimouski concernant l'urbanisme, parce qu'il y a des gens qui ont, par le fait qu'ils étaient payés, ils ont été chercher du bois, puis étant donné qu'ils étaient tous en congé par le feu de la compagnie presse, ils ont recommencé à reconstruire leur maison. On ne reconstruira pas exactement de la même façon, puisque la ville va profiter de l'occasion pour améliorer quelque peu son plan d'urbanisme, puisqu'il y avait des infrastructures aussi à reconstruire, les égouts, l'eau, tout le système électrique, d'alimentation électrique des quartiers qui ont été brûlés. Tout ça se met en branle. On dit que ça se fait très rapidement, la reconstruction, mais on va reconstruire pendant presque 10 ans. Le nouveau plan d'urbanisme est mis en place. Les rues petites et étroites sont élargies pour que la circulation s'y fasse mieux. On en a profité pour élargir les rues, mais il y avait tellement de belles maisons avant, de vieilles maisons nécessairement qui dataient peut-être de 100, 150 ans. Alors, ça, on n'a pas rebâti ça, on a rebâti plus moderne. C'est pas le même cachet nécessairement, parce que autrefois on avait de grands terrains avec des arbres énormes, et ce qu'on n'a plus maintenant, ces arbres-là ont disparu, et vous savez le temps que ça prend pour faire un arbre adulte.
Alors ça, on a perdu ça, ces choses-là, nécessairement qu'il y avait un cachet spécial. C'était plus un cachet de gros village, si vous voulez, à l'époque, alors que là, ben, c'est plus, on a beaucoup plus d'asphalte, ce que je déteste souverainement, mais c'est ça. L'évêque de Rimouski, Monseigneur Courchesne, n'assistera pas au changement de sa chère ville. Il ne voyait pas d'un bon œil la direction que celle-ci prenait. Il mourra l'année suivant le terrible feu. Alors l'évêque, bon, c'est pas ça qui le fait mourir, mais c'est... lui voulait une ville qui n'avait rien à voir avec le péché industriel. Il est assez âgé, en 1950. Il sera bien sûr certainement bien désolé de la catastrophe. Il est épargné dans son palais épiscopal, mais peut-être n'est-il pas mécontent à la fin, puisque lui, il rêve de son côté d'une ville protégée de l'industrie. Il voit Rimouski comme une ville au centre d'une région rurale. Il a toujours milité pour le développement de l'agriculture et la colonisation des terres dans le haut pays de Rimouski. Alors l'évêque Courchesne n'était pas nécessairement un fanatique de l'industrie, et quand Rimouski brûle, c'est comme une page qui se tourne même pour lui. Mais la perspective de l'archevêque, à mon avis, prend fin aussi pratiquement au tournant des années 1950, et l'Église sera peut-être un peu plus à l'écoute du développement au début des années 1950. Pendant l'été 1950, la ville entreprend de nettoyer les décombres et de creuser les caves des futures maisons du quartier Saint-Germain. Assez rapidement, encore là, il y a des compagnies qui ont été généreuses, qui ont donné des matériaux, qui ont fourni de la peinture. Et franchement, à la fin de l'été, il y avait déjà plusieurs maisons qui étaient reconstruites. Le nettoyage était fait. Ça s'est fait d'une façon admirable, moi, je trouve, à cause des dons. Tout au long de l'été et de l'automne 1950, on n'entend plus au centre de Rimouski que le cognement des marteaux, le halètement des scies et le grondement des machines. Le feu, en quelque sorte, permet à la ville de tourner une certaine page. La compagnie Price, qui était la principale compagnie dans l'histoire de la ville, au plan de l'industrie forestière, va bien sûr reconstruire ses installations, mais en beaucoup plus petit. Déjà, les approvisionnements sont limités. Le bois se fait rare dans la région. Ils ont de la difficulté à s'alimenter. Les niveaux d'eau dans les rivières, compte tenu que la coupe était très importante, les niveaux d'eau baissent. Donc, Rimouski, ça va prendre encore une dizaine d'années après, une quinzaine d'années, pour que l'industrie forestière, surtout la compagnie Price, disparaisse du décor. Donc, Price se reconstruit. Évidemment, ça va créer un peu moins d'emplois aussi, moins de travailleurs à l'emploi. Donc, il y a des défis qui vont se poser à la ville pour se reconvertir, déjà là, au début des années 1950. Comme il y a déjà plusieurs institutions religieuses d'enseignement, on va mettre l'accent sur les services, soit le petit commerce et les écoles supérieures. Un séminaire voit le jour et beaucoup plus tard se fera l'implantation de l'Université du Québec à Rimouski. Les graines plantées dans ces années-là ont fait entrer Rimouski dans la modernité. Les conditions extrêmes du mois de mai, qui ont provoqué la nuit rouge de Rimouski, ont causé des accidents semblables un peu partout au pays. À Sainte-Ursule, près de Trois-Rivières, tout un pâté de maisons a été emporté par les flammes dans l'après-midi du 6 mai. À Saint-Elzéar de Témiscouata, en Gaspésie, le feu, également attisé par des vents violents, a rasé l'église, le presbytère et le magasin général. À Saint-Léon de Stundon, en Beauce, on a réussi à limiter les dégâts du feu. La sécheresse et les bourrasques de vent qui affligent le sud du Québec provoquent une autre catastrophe à Cabano, une petite ville forestière située à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Rimouski. Le 9 mai, 2 jours après la nuit rouge, la moitié de Cabano est détruite. Encore une fois, les flammes sont nées d'une étincelle qui s'est échappée de la cheminée d'un moulin à bois. La petite localité de Cabano, dans le Témiscouata, est aussi une grande partie de la paroisse ou du village passe au feu. Alors, c'est proportionnellement, je dirais, peut-être même plus important à Cabano. Il y a peut-être bien moins de maisons qui passent au feu, etc. Mais ça, si on regarde ça en toute proportion, il y a probablement autant de gens, sinon plus, qui sont affectés à Cabano. Il m'arrive de me demander si de telles conflagrations pourraient se produire encore aujourd'hui.
Mais les techniques de combat des incendies ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. Déjà en 1950, elles étaient loin de celles des années 1800, époque où il n'existait pas de corps de pompiers municipaux. Quand on parle d'assurance, évidemment, ce sont les premiers qui sont intervenus au niveau de la protection incendie. Compte tenu qu'ils couvraient un risque d'incendie et qu'ils auraient à payer la perte totale, c'est eux qui sont arrivés avec des pompiers qui sont volontaires et les compagnies d'assurance permettaient à ces gens-là d'aller éteindre le feu sur les bâtiments qu'eux avaient assurés. Alors, comment on identifiait des bâtiments qu'on assurait? On installait une plaque sur la bâtisse, en façade de la bâtisse, pour identifier notre compagnie d'assurance protège ce bâtiment-là et nos pompiers vont intervenir sur ce bâtiment-là seulement. Alors, s'il y avait un feu sur le bâtiment voisin, les pompiers qui étaient avec cette compagnie d'assurance-là n'intervenaient pas. On s'est aperçu qu'il y avait des bâtiments qui pouvaient brûler dans les villes et personne n'y répondait. Alors, il y a des municipalités qui ont décidé de prendre en main leur propre protection, l'autoprotection de la ville, en instituant des corps de pompiers, d'abord et avant tout volontaires au début, et puis après ça, des pompiers qui étaient en attente, donc des pompiers professionnels. Au moment de l'incendie de Rimouski, la ville possède un corps de pompiers organisé depuis 1922. Quand je suis commencé à la ville, moi, en 1948, on était 4 policiers, pompiers. On faisait les deux. Alors, ce qui veut dire qu'on était 2 sur des chiffres de 24 heures, 2 jours et 2 nuits. Il y avait un pompier, puis une police pendant 24 heures. Quand on avait des feux, on sauvait le solage de tout. Le matériel utilisé, les pompes aujourd'hui sont supérieures. La formation des gens, la gestion du feu est beaucoup plus avancée qu'à l'époque. Les techniques de combat sont améliorées. Les nacelles pour aller au toit et les appareils respiratoires qui permettent de mieux résister à la fumée et aux gaz toxiques qui s'en échappent sont autant de moyens dont se sont dotés les pompiers au fil des ans. La coordination de toutes les opérations est également un souci. Les communications sont beaucoup supérieures à ce qu'on retrouvait avant. Auparavant, celui qui était en charge envoyait quelqu'un donner l'information de ce qu'il voulait, la personne revenait, il y avait une évolution dans le feu, redonnait un autre ordre, etc., où on criait l'ordre tant bien que mal. Aujourd'hui, avec les radios que l'on a, la communication est instantanée et donc les gens reçoivent l'information immédiatement sur ce qu'ils ont à faire. Les recours légaux sont parfois un autre moyen d'encourager la prévention. À Rimouski, je me souviens du tollé qu'avaient soulevé les tentatives de trouver des coupables. Il est vrai que des experts avaient déterminé que si le vent a fauché les poteaux électriques qui alimentaient l'usine Price, c'est parce qu'ils étaient rongés par les fourmis charpentières. Et le propriétaire de ces poteaux pourris n'était nul autre que Jules Abriand, l'homme d'affaires qui possédait le réseau de distribution électrique régionale. Le financier Jules Abriand, originaire de la Matapédia, d'Amkoui, s'est installé ses pénates à Rimouski, son siège social, pour 2 entreprises principales. Il va être impliqué dans plusieurs autres choses, mais là où il va faire son argent, c'est dans le téléphone. Alors, il crée une compagnie importante qui sera plus tard Québec Téléphone, aujourd'hui passée entre les mains de TELUS, et ensuite la compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent. Alors ça, c'est très important. Jusqu'à l'achat de tout ce réseau par l'Hydro-Québec, c'est M. Briand qui possédait les intérêts de la compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent. Et il a contribué à l'électrification de toute une grande région, soit du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Alors, c'était quelqu'un de très influent à Rimouski. Un an après le feu d'incendie, dans le mois d'octobre, l'année suivante, en 51, j'avais reçu un appel de M. Briand me demandant d'aller le voir le plus tôt possible. Alors, quand je suis arrivé à son bureau, je l'ai trouvé très triste. Alors, j'ai demandé qu'est-ce qui se passait. Alors, il m'a fait réponse que la veille, il avait reçu une communication téléphonique
du premier ministre, M. Maurice Duplessis, l'informant qui avait été informé par une compagnie américaine qui avait fait une perte de 50 000 $ dans le feu de Rimouski et qui était prêt à faire une cause CIP pour un montant de 10 millions contre la compagnie de pouvoir et la compagnie presse par le fait que le poteau brisé avait mis le feu dans la cour à bois et pour la compagnie presse parce que l'installation du système incendie qui devait être fait le 1er mai n'était pas encore fait le 6 mai. Les poursuites de la compagnie d'assurance américaine, dont les pertes ont été somme toute modérées, pourraient avoir des conséquences tragiques pour Rimouski. La Presse Broder, qui était la seule entreprise qui, avec les poursuites, n'aurait pas pu rebâtir son usine et de donner du travail aux citoyens de la ville de Rimouski. Fait que le Maurice de Champlain, qui était un des gros assureurs de Rimouski dans le temps, a fait ces démarches-là auprès des compagnies. J'ai mentionné à M. Briand que je communiquais avec mes compagnies d'assurance, que j'irais les rencontrer à Montréal et que j'avais bien l'impression que tout s'arrangerait d'une façon qu'il n'y aurait pas de poursuite. Alors moi, je me suis empressé de prendre l'agence de la compagnie qui voulait poursuivre. Puis je leur ai dit, écoute, dans le cours de l'année, il faut vous remettre votre 50 000 $, alors arrêtez de... Faites pas de poursuite. Alors, puis tout le monde s'est accordé à ça. Ils ont écrit une lettre pour M. Briand, comme quoi il n'y aurait pas de poursuite de prise contre la compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent, ni contre la compagnie presse. Et la compagnie a accepté. Et dans le cours de l'année, j'ai assuré des clients, puis la perte de 50 000 $ a été comblée. Puis tout le monde a toujours été heureux, puis on a toujours continué de faire affaire avec moi, juste à temps que je prenne ma retraite. Briand s'en tirera sans qu'aucune poursuite ne soit intentée contre lui. Le projet avorté de poursuite contre la presse, lui, avait été alimenté par le fait que son équipement de lutte contre les incendies n'était pas fonctionnel, chose qui serait impensable aujourd'hui. Normalement, le générateur de risque, le propriétaire de l'établissement, va avoir déjà des premiers intervenants à l'intérieur, va s'assurer qu'ils ont une formation de base pour être capable de travailler avec un début d'incendie. Et ça permet pendant ce temps-là au service d'incendie local d'arriver sur les lieux et de mettre en branle tous leurs services possibles pour être capable de réduire l'incendie au minimum. Les séquelles que ces tragédies laissent chez les sinistrés les marquent longtemps, parfois même pour la vie. J'ai été malheureuse pendant plus qu'une année. Lorsque j'entendais une sirène, quelque chose comme ça, j'étais apeurée. Et c'est tout, on a tout perdu. J'avais des belles choses, des souvenirs à laquelle je tenais. Ma mère m'avait fait des peintures, c'était des roses faites à la peinture à l'huile, des dessins à l'encre qu'elle faisait aussi, c'était très très beau. Et puis j'ai tout perdu ça, et je ne pourrai jamais les avoir. Il y a des choses qui n'ont qu'une valeur marchande, hein, c'est sûr. Mon fils Jacques avait eu son grand-père à Noël, grand-père paternel, Train et Lionel. Alors, lorsque nous avons fait les valises partir pour Montjoly, Jacques dit à son père, je vais mettre les chars, les engins, puis les wagons dans ta valise, pour transporter ça, parce que je veux pas que ça brûle. Alors, mon mari avait dit là-dessus, mais non, mon chou, demain matin, tu vas vouloir avoir ton train pour venir jouer. Mais le lendemain matin, on n'avait plus de maison. Quand nous sommes revenus dimanche, justement, nous sommes penchés dans le solage de notre maison et on voyait qu'un tas de ferraille, le ferraille du landau pour des bébés, des poupées, puis tout ça, c'était juste ça qu'on voyait. Il n'y avait plus rien. C'était détruit complètement. Ça, c'est pénible quand on perd tout ça, là. La sagesse populaire veut qu'on apprenne par nos erreurs que les épreuves du passé servent de leçon pour l'avenir. Et il faut reconnaître que la nuit rouge de Rimouski aura eu des conséquences positives. Une des premières fut que les propriétaires ont changé leurs habitudes en matière d'assurance au lendemain du drame. Vous savez, les valeurs étaient assurées à peu près à 40 %. Vous savez, c'était pas rare de voir une maison assurée pour 3 000 à 4 000 $.
un ménage 1500, 2000 piastres. Il y en avait beaucoup de ça. Surtout dans les employés de la compagnie presse. Ces gens-là n'étaient pas assurés beaucoup. C'était des gens qui gagnaient leur vie à la journée, l'été, l'hiver. Et il y avait des petites maisons. Alors, c'est pour ça que les pertes ont été de se réhabiter à nouveau avec une maison. C'était pas mal plus difficile. Alors, une maison, là, qu'on assurait pour 4 000 avant, ben, elle était montée à 7 000 8 000. Puis que les meubles de ménage, puis le linge. Là, les gens qui pensaient que les meubles de ménage, ça couvrait juste les tables et les chaises, ça. Mais ça couvrait le linge aussi. Alors là, c'est pour ça qu'ils ont augmenté les montants. Les gens s'assuraient davantage, à commencer par nous, nécessairement. On a été obligé de renouveler le mobilier au complet. Donc, les assurances ont été plus élevées. On a pris plus d'assurances. Et puis, parce que pour racheter à prix de l'époque, ce que nous avions acheté il y a 8 ans, 10 ans auparavant, c'était pas du tout le même prix, c'était beaucoup plus cher. Hein. Alors là, ben, on a essayé de se prémunir de ça, puis prendre beaucoup plus d'assurance, d'après nos moyens aussi, mais sûrement il fallait y aller avec les moyens de l'époque. L'année suivante, lorsque les compagnies d'assurance donnaient leur bilan, là, elles ont été unanimes à me dire qu'il y avait compensé les pertes subies à Rimouski et à Cabano par le fait que dans le monde entier, là, les gens sont réassurés plus. Parce que le feu de Rimouski, ça a été à la grandeur du monde, ça. Même le pape a envoyé quelque chose à Rimouski, à l'archevêché. C'était Monseigneur Cochin qui était dans le temps archevêque de Rimouski. Alors, ça a été mondial, la question des assurances. Puis il y a bien des gens qui n'avaient pas confiance à ça. Mais quand ils ont vu que les autres étaient payés, là, puis que les affaires de conflagration, que les compagnies payaient pareil, là, ça a changé bien du monde. Une dernière conséquence positive de la Nuit rouge, on la doit au gouvernement d'alors, celui de Maurice Duplessis, qui a revu tout le code des normes du bâtiment, en vigueur à l'époque, exigeant l'utilisation de matériaux plus résistants au feu, mais surtout l'érection de murs mitoyens coupe-feu dans les agglomérations. Et les règlements municipaux ont été améliorés. On ne pouvait pas bâtir de n'importe quelle manière. On ne pouvait pas bâtir n'importe où non plus. Il y avait des règlements à suivre. Les matériaux ont été améliorés, dépendamment de la capacité de payer d'un propriétaire. Ben, la maison était avec des éléments plus durables pour le feu. Suite au grand feu de Rimouski, les ingénieurs en construction de bâtiments, les compagnies d'assurance et les spécialistes gouvernementaux en infrastructure et autres ont étudié les conséquences de ce feu-là et pourquoi les bâtiments ont brûlé si rapidement. Les compagnies d'assurance ont fait beaucoup en soi. Compte tenu que c'est eux qui payaient les coûts, ils ont décidé souvent de se mettre ensemble et de faire de la recherche et du développement sur du matériel d'autoprotection. Alors, quand ils ont eu de gros feux industriels et que ça coûtait des millions de dollars, ils ont décidé de se mettre ensemble et de s'activer à développer des nouveaux matériaux au niveau de l'extinction et au niveau de la protection. Alors, la résistance au feu de 2 heures, d'1 heure, de développer ça et de travailler aussi en collaboration avec les différents gouvernements pour faire en sorte que les codes puissent évoluer selon le type de risque. D'ailleurs, si on regarde les matériaux aujourd'hui, tu as certains bâtiments que tu dois bâtir à l'épreuve du feu, entre autres les bâtiments publics. Ils doivent être bâtis avec des céliveaux de métal au lieu d'en bois. Le plâtre, au lieu d'être 3/8 de pouce, pourrait être d'1,5 pouce à même 5/8 de pouce, de façon à avoir une meilleure résistance à la propagation du feu. Et les bâtiments privés, beaucoup de gens sont revenus avec la finition en vinyle, mais on a été à une certaine période où tout le monde bâtissait pratiquement en briques. Pourquoi? C'est que ça donnait une très grande résistance à notre bâtiment au niveau de la propagation du feu. Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter? Peut-être pas. Peut-être bien que nous ne serons jamais menacés par le feu. Mais après ce que j'ai vécu en 1950,
Vous me comprendrez sûrement d'avoir doté notre municipalité d'un service d'incendie à la fine pointe des techniques de lutte et de prévention. En 1950, Rimouski est une petite ville tranquille d'environ 11 000 habitants, essentiellement reconnue comme centre de services, de maisons d'enseignement et d'entreprises commerciales. Peu ou pas d'industrie importante, sauf cette scierie de Price Brothers de l'autre côté de la rivière, dont la main-d'œuvre en forêt comme à l'usine de sciage ne dépasse pas les 300 à 400 ouvriers, majoritairement saisonniers. Coïncidence troublante, c'est de la cour à bois de la compagnie Price que s'échappent les étincelles qui embrasent toute la partie ouest de la ville le 6 mai 1950. Des fils électriques rompus par un fort vent d'ouest de 100 à 120 km/h sont donc à l'origine de ce sinistre d'une intensité rare. Après avoir consumé la plus grande partie des 15 millions de pieds de bois empilés dans la cour, le feu se propage à la manufacture de boîtes, également à la propriété de Price, puis au magasin général dit de Madame Heller. L'incendie fait rage pendant 1 heure environ, avant de traverser la rivière Rimouski, large de 500 à 600 pieds, pour allumer des feux sur les toits de la rue Tessier et sur ceux des rues avoisinantes. On pourrait citer, depuis le manoir autrefois des seigneurs Tessier, propriété en 1950 du notaire Charles d'Anjou, une centaine de belles et anciennes maisons du quartier Saint-Germain, anéanties en quelques minutes, sans parler des institutions religieuses. L'hôpital Saint-Joseph, en presque totalité, l'orphelinat des Sœurs de la Charité. Et bien sûr le palais de justice, et même le clocher de la cathédrale, qui échappa de peu à la destruction totale, sans parler du vieux séminaire et de la chapelle du petit séminaire. Et la liste s'allongerait s'il fallait nommer les maisons de commerce, les hôtels, les restaurants. Bref, une grande partie du cœur vital de Rimouski devait y passer. À un moment, on a entendu parler qu'il y avait un feu quelque part dans Rimouski. Puis là, les gens ont quitté le regard du côté de la compagnie presse pour aller voir le côté de ce feu-là. Puis au moment où je regardais celui-là, il me dit, il y en a un autre endroit. Puis c'était à des distances quand même assez importantes. L'un de l'autre. Le feu sautait d'un endroit à l'autre, puis à un moment donné, les pompiers sont devenus inefficaces. Et là, ils ont demandé de l'aide de l'extérieur, parce que là, ça a pris des proportions très importantes et très rapidement aussi. Tant que le feu n'était pas traversé la rivière, je pense que c'était des risques mineurs. Mais à partir du moment où il a commencé à s'éparpiller dans la ville, là, c'est devenu tragique. Et là, tout le monde, je peux pas dire à paniquer, mais c'est énervé beaucoup. Il y en a qui ont sorti leur feu de la maison, mais ils n'ont peut-être pas amené assez loin et puis même leur feu ont brûlé. À un moment donné, la ville a demandé quelqu'un pour ravitailler les camions, il fallait qu'ils restent sur place. Et nous autres, on est allés avec le camion du garage, ravitailler les camions de pompiers. Quand on a vu que ça s'éparpillait à la grandeur de la ville comme ça, j'ai, avec mon père, ma mère et tout, on a décidé qu'on viderait la maison, qu'on amènerait ça dans le magasin, puis lui était à l'époque du feu. Sauf que les fenêtres, évidemment, ça pouvait brûler, tout le reste. Mais on était plus en sécurité en mettant le bagage-là. Et au moment de vider la maison, j'ai tombé sur la ciné-caméra, puis j'ai dit, je vais l'apporter avec moi. Et je l'ai traîné avec moi au lieu d'aller la déposer dans le magasin. Et c'est comme ça que j'ai pu prendre quelques vues qui sont rapportées ici. J'étais strictement amateur. Je faisais un guess parce que rien des appareils du temps n'était automatique. C'était même relativement nouveau, ces petites ciné-caméras, 8 mm. Et puis, j'avais quand même un objectif qui pouvait ouvrir jusqu'à 3.5. Puis, dans mon idée, étant donné qu'il faisait noir et que c'était du feu, je pouvais probablement capter quelque chose de valable. Je me voyais plutôt accroché à ce que je devais manier comme appareil pour essayer de prendre les meilleures prises de vue. J'écoutais un peu ce qui se passait de chaque côté, mais c'est pas ça qui m'accaparait tellement. J'étais plus par mon...
Et même au moment où je prenais des vues, j'alignais ma caméra pour prendre un petit bout de film, peut-être de quelques secondes, mais je revenais exactement au même endroit au moment où je voyais s'écouler quelque chose. Peu après la conflagration, on a tenté d'évaluer au moins sommairement les pertes encourues et par les sinistrés et pour les infrastructures de la ville de Rimouski. On est généralement d'avis qu'elles s'élevèrent à près de 8 500 000 $. Gérard Filion, dans Le Devoir, écrivit au lendemain de la catastrophe. Il a été lui-même élève du petit séminaire, étant natif de l'île Verte. Les Rimousquois sont reconnus pour leur âpreté au travail et leur esprit d'entreprise. Ils finiront bien, ajoutait-il, par reconstruire leur ville, mais il leur faudra du secours de l'extérieur. Cette aide est venue des divers niveaux de gouvernement, comme il fallait s'y attendre, et même des mères patries, la France et l'Angleterre, du Vatican et des États voisins de la Nouvelle-Angleterre. Mais ce sont d'abord les sinistrés eux-mêmes, maigrement assurés contre l'incendie pour moins de 2 millions $, qui se sont hâtés de reconstruire leur foyer. Des permis de construction pour environ 17 840 000 $ furent accordés par la ville de Rimouski entre les années 1951 et 1960. Monsieur Bernier, parlez-nous donc du vieux camion. C'est un véhicule Seagrave, 1927. Il a été commandé en 1929. Mais dans ces années-là, ça prenait du temps parce que c'était tout fait à la main. Puis il a été livré seulement qu'en 1930 ou 1931 à la ville de Rimouski. Au grand feu, il a participé au feu, puis il a même, à un moment donné, il a même resté dans le milieu de l'incendie. Il y avait un pompier qui est l'ancien chef, M. Joe Belzile, qui est resté assis dessus, puis il a été obligé de couper ses boyaux pour arroser le camion et lui-même pour ne pas périr dans le feu dû à la chaleur. Ils ont passé plusieurs heures dans cette situation-là, oui. L'esprit des Rimouskois, de ceux qui dirigent, comme de ceux qui influencent ceux qui dirigent, est à l'effet de progresser. Peut-être pas toujours aussi rapidement qu'on le désirerait, mais je pense que Rimouski, avec les années, va devenir une ville de plus en plus intéressante. C'est un pôle de développement économique, c'est un pôle d'attraction économique, c'est un pôle où les gens sont intéressés à venir y vivre, je pense, puis où on essaie de rendre la vie la plus agréable possible. De moins de 11 000 habitants que comptait Rimouski lors de l'incendie, sa population est passée à plus de 30 000 en 36 ans. Donc, après avoir vu disparaître un tiers de ses constructions, la ville a non seulement triplé le nombre de ses habitants, mais elle a vu quintupler, selon les dernières statistiques, ses habitations et ses bâtiments d'affaires et de commerce.